Final Fantasy, Dead by Daylight, Assassin's Creed, Mario Kart, Pokémon, Prince of Persia, Resident Evil, Tekken, Silent Hill. Et bien plus encore. Tu savais que... Le podcast mensuel sur les jeux vidéo, secrets de développement, accueil et critiques, anecdotes inédites, c'est le podcast à ne pas rater. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tu savais que... Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tu savais que... Toujours consacré aux anecdotes et secrets de vos jeux vidéo favoris. Il y a quelque temps déjà, j'avais fait un épisode consacré à Dead by Daylight, le célèbre jeu asymétrique qui a fêté son 10e anniversaire il y a peu. Comment faire pour aller encore plus loin ? Eh bien, j'ai envoyé un email au réalisateur du jeu, le directeur du jeu, à savoir Mathieu Côté. Figure emblématique de Behavior et de Dead by Daylight, Mathieu a accepté de répondre à mes questions. À savoir son parcours, la genèse et le lancement de Dead by Daylight, les négociations des licences, les futures collaborations, la longévité du jeu, l'avenir du jeu et enfin ses anecdotes. Je vous souhaite une bonne écoute de cette interview passionnante. C'est parti. Dead by Daylight. Bonjour Mathieu Côté, tout d'abord merci de participer au nouvel épisode de Tu savais que, consacré aux secrets et anecdotes sur le monde du jeu vidéo. Aujourd'hui, le but est d'en apprendre un peu plus sur l'une des figures emblématiques de Behavior et de Dead by Daylight, parce qu'aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que le jeu est sorti, ce qui est exceptionnel dans le cas d'un jeu service, et vous avez des projets encore pour 10 ans, on dirait. Donc déjà Mathieu, comment ça va ? Ça va très bien aujourd'hui, merci beaucoup. Et j'ai une petite question d'abord, est-ce que tu fais toujours tes dés pour les jeux de rôle ? C'est très drôle que tu dises ça parce que j'en ai dans les mains en ce moment. Je fais des dés, mais là, je les ai fait en bois, ceux-là. En bois ? Ouais, alors j'en faisais en résine à l'époque. J'en ai d'ailleurs avec les dents de ma femme de Noël, parce qu'elle s'est fait arracher des dents de sagesse, alors je les ai mis dans des dés. Mais ceux-ci sont en bois, et donc tu les vois pas du tout, mais je fais des dés en bois, comme ça que j'ai l'intention de vendre à Bicoline pour quelques $. Alors voilà. Tiens, bien. Et du coup, tu fais toujours du JDR ? Oui, régulièrement. En fait, le mardi soir, comme là ce soir, je dois rentrer à la maison tôt parce que c'est notre groupe avec qui on joue régulièrement depuis presque une dizaine. En fait, il y en a là-dedans, ça fait 30 ans qu'on joue ensemble, mais le groupe qu'on a en ce moment a été ressuscité il y a à peu près 9 ans et on joue tous les mardis soirs depuis ce temps-là. On change de jeu de temps en temps pour que le DM puisse prendre une pause, mais oui, on est toujours là. Et est-ce qu'il y aura un JDR Dead by Daylight ? Ça a été discuté plus d'une fois. Il y a quelques personnes qui se sont tentées à l'expérience, mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas porté fruit encore. Ah. Dommage, parce que je pense qu'il y a du potentiel. Je suis d'accord. Depuis 10 ans, à quoi ressemble une journée de travail quand tu arrives dans les locaux ? Les journées les plus classiques, surtout quand je suis au bureau physiquement, comme aujourd'hui, c'est beaucoup de social. C'est-à-dire aller parler à des gens que je ne vois pas nécessairement parce que je n'ai pas une raison claire d'avoir un meeting avec eux à chaque jour. Donc, il y a beaucoup de gens ici qui je tiens à garder des liens. Beaucoup de courriels de partenaires, d'externes à gérer, à répondre. Bien sûr. Et quelques conversations par rapport au futur. Genre, ça, est-ce qu'on fait ça? Il y a une opportunité de faire un truc, ça pourrait être cool. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis, c'est ça, c'est beaucoup de groupes comme ça qui se rejoignent pour soit essayer de trouver des opportunités, nous, qu'on voit, qu'on aimerait aller pourchasser, ou des trucs qui sont arrivés. J'ai eu un appel hier, quelqu'un de telle compagnie qui représente telle propriété nous a contacté en disant qu'ils aimeraient faire de quoi avec nous. Est-ce que ça nous intéresse? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va mettre au calendrier? Donc ça veut dire que c'est pas toujours Behavior qui démarche pour avoir des opportunités, mais parfois ils viennent directement vous voir. Ça vient de l'extérieur. Je te dirais que ça, c'est quelque chose qui a changé dans les 10 ans. Évidemment, dans les premières années, personne ne nous connaissait, personne ne savait qu'on existait. On avait beaucoup, beaucoup de travail à faire, ne serait-ce que juste pour avoir le premier appel avec quelqu'un. Aujourd'hui, ça arrive, je dirais que c'est pas 50-50, mais ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'il y a une opportunité qui surgit, quelqu'un qui connaît la porte. Bonjour, puis qui a quelque chose à nous proposer. J'ai une petite séquence de vrai ou faux, parce que j'ai trouvé quelques informations sur toi, mais je veux savoir si elles sont vraies ou fausses. Parce que comme je disais, toute la communauté te connaît, mais en tant que figure emblématique, mais on ne te connaît pas personnellement. Donc, dès ton plus jeune âge, passionné par les jeux vidéo, et tu voulais faire carrière dans l'enseignement. Est-ce vrai ? Tout à fait. En fait,
j'ai fait des études à l'université pour être prof, soit anglais ou français au secondaire. Et donc, j'ai fait ça pendant un bout de temps, mais je n'ai pas mené ces études-là à leur terme. Parce que la vie est arrivée et j'ai dû bifurquer vers autre chose à ce moment-là. Mais ouais, c'était un des choix au début. Et donc, tu as choisi de faire carrière dans le jeu vidéo. Tu as fait NAD à Montréal et tu as commencé à travailler en 2005 en tant qu'animateur 3D. C'est bien ça? C'est correct, oui. Très bien. Donc après, tu vas monter les échelons. Tu vas faire de la gestion d'équipe de production, notamment chez Electronic Arts. C'est bien ça? En fait, j'ai commencé comme animateur chez Electronic Arts et dans la première année où j'étais là, j'ai tout de suite bifurqué. Dans le sens où je savais même au début que j'étais un animateur décent. J'avais je pense, un bon feel pour la communication non verbale. Ouais. Mais j'étais pas l'artiste le plus précis ou le plus inspiré nécessairement. Je faisais des animations tout à fait raisonnables. Mon premier jeu sur lequel j'ai travaillé, c'était à NHL, donc je faisais des animations de hockey pour une créativité à l'intérieur. Surtout, j'avais la foule à l'époque. Je faisais à peu près 6 polygones, je crois. Mais tout de suite, je me suis retrouvé dans une équipe de prototypage. Le EA Montréal, à l'époque, se voulait la dernière boîte de EA où on allait créer des nouveaux IP, des nouveaux jeux. Ouais. Donc, il travaillait sur Army of Two, qui a été le jeu de phare, si on veut, de Electronic Arts à Montréal. Ensuite, moi, j'étais sur une équipe qui s'est occupée de faire Bookly Superstar, qui était un jeu où tu faisais comme des marionnettes avec la weed et tu faisais danser des gros monstres. C'était une nouvelle propriété intellectuelle créée par EA, qui n'a pas fait beaucoup de remous. Ouais. Mais ensuite, on a fait Sport Hero, qui était super cool, qui était dans l'univers de sport, mais sur la Wii, encore une fois. Et donc, c'est une équipe de prototypage qui travaillait très, très rapidement. Donc, mon animation, on était tout petit. Donc, je faisais un peu d'animation, mais je faisais aussi un peu de gestion de projet, tout ça. Et c'est ça, j'ai bifurqué. J'ai eu une opportunité de devenir producteur sur cette équipe-là. Et donc, j'ai fait de la promotion. Et c'est d'ailleurs la première fois aussi où j'ai commencé à faire de la promotion du Bonjour. Ils m'ont envoyé faire la tournée pour la promotion du jeu. C'était très agréable. Il y a des vieux vidéos de moi à E3 à l'époque. J'étais un bambin qui dit aux gens de jouer à Sport Hero. C'est très drôle. Et ensuite, après, tu arriveras chez Behavior, où là, tu supervises des projets pour d'autres studios. C'est-à-dire que Behavior... Behavior faisait à l'époque... principalement. En fait, c'était tout ce que Behavior faisait pendant très longtemps. On arrive sur 35 ans, je pense, l'année prochaine, on fait le 35e anniversaire de Behavior. Et donc, aujourd'hui encore, Behavior fait des jeux pour d'autres, fait du co-développement, fait du travail à la pige, si on veut. C'est plus le même type de projet, nécessairement. On a les luxes de choisir nos partenariats beaucoup plus... on a plus de choix, plus de liberté là-dessus. Mais pendant très longtemps, puis moi, quand j'étais engagé, c'est ce que Behavior faisait. On faisait des jeux pour d'autres, on faisait des jeux pour Disney, on faisait des jeux pour Activision, on faisait des jeux pour tous les licencieurs et les développeurs qui existent en dehors. Voilà. Et donc un jour, il y a une équipe qui se constitue pour tenter de faire un jeu plutôt risqué avec des gens ayant travaillé sur Naughty Bear. C'est bien ça? Travailler sur Dead by Daylight. Donc comment déjà est venue l'idée du jeu? Est-ce que c'était du 4 contre 1 dès le début ou pas du tout? C'était pas du 4 contre 1 dès le début, c'était du 1 contre d'autres. On n'était pas certain. Le premier prototype, en fait, qu'on a montré à l'anniversaire qu'on avait sur le stage, c'était 1 contre 1, puis c'était sur le même écran, avec un carton littéralement mis entre les deux pour être sûr que tu ne peux pas regarder ce que l'autre fait. Et on avait donné genre 4 vies au personnage qui était le survivor, si on veut, juste pour que tu puisses avoir le moment où tu meurs. Ouais. Et puis continuer quand même d'avoir des opportunités. C'est devenu multijoueur plus tard, mais l'idée elle est toujours là. Mais on ne savait pas si ça allait être un contre 2, 3, 4, 5, 6. On a fait des tests, puis on s'est rendu compte qu'un contre 4, ça sonnait à peu près bien. Donc après, le jeu sort en 2016. Contre toute attente, ça fonctionne extrêmement bien. Et là, tu deviens directeur du jeu, donc réalisateur du jeu en français, et également responsable des partenariats. Le jour de la sortie, comment est l'ambiance dans le studio? En fait, c'est très drôle parce que dans le studio, c'est la panique. Complète. Et la raison pour ça, c'est parce qu'on était une équipe d'à peu près 30 personnes et on était à peu près 12 qui étaient à E3 sur le plancher, au boot, à faire le launch. Et c'était
je dirais là-dessus, il y avait vraiment 8 qui étaient soit le producer, le directeur créatif, le directeur technique. Donc, tout le leadership était un, deux, trois sur le floor. Pendant que le reste de l'équipe était à la maison, on filme la switch pour dire OK, le jeu est live. Et là, tout explose, tout le monde capote. Et eux, ils essayent de nous appeler, pour essayer de régler des problèmes. On a le directeur technique qui est assis dans les booths. À trois, des fois, tu as un petit garde-robe où tu peux aller mettre ton sac à dos. Il s'était mis une chaire avec son laptop comme ça pour essayer de régler des problèmes de serveur. Je veux dire, c'était le bordel complet parce qu'on a décidé de faire notre lunch un peu trois. Ouais. Le tiers de l'équipe, pendant que le reste est à la maison en train de paniquer. Donc ça a bien changé depuis, heureusement. À quel moment vous vous êtes rendu compte que le jeu commençait à prendre de l'ampleur, à devenir important? Est-ce que c'est le chapitre Halloween qui a tout changé? Non. Je te dirais que avant ça, on s'est rendu compte qu'il fallait... parce que on se disait avant, quand on était en train de fabriquer le jeu, si on veut, que on allait sortir le jeu, ça allait être cool, les gens allaient apprécier, nous, on allait rentrer dans notre argent, puis on allait nous retourner à faire des jeux pour d'autres, comme d'habitude. Mais un peu avant, peut-être un mois ou deux, je pense, on a vu une présence à PAX, où on l'a montré pour la première fois, on a vu la réaction, surtout des créateurs de contenu. Et là, on s'est dit, peut-être en fait que ça va être plus important. Donc, on a fait un plan B qui était, OK, si ça marche, qu'est-ce qu'on fait? On garde l'équipe, on rajoute des gens, tout ça. Puis, du moment qu'on est arrivé au launch, en fait, immédiatement, on l'a vu dans les premières heures, les premiers jours, la première semaine ou deux, on a immédiatement su qu'il y avait... Non, ça allait être sérieux. Là. Il y avait de l'intérêt pour ça. On n'avait aucune idée de l'ampleur que ça prendrait, mais on savait que c'était pas juste une pierre dans le lac. Et ce serait toi qui aurais fait les négociations pour avoir Michael Myers, c'est vrai? C'est pas que moi, mais oui, en fait, c'était ma job à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui un peu, mais surtout parce qu'il y avait très peu de gens dans l'équipe à l'époque, donc il fallait faire ces conversations-là. Ouais. Très bien. Et du coup, tu aurais fait aussi celle de Scream, enfin Ghostface, enfin non, pardon, l'entreprise qui fait le déguisement. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez spécial. Voilà. Donc ça aussi, c'est spécial d'avoir d'aller contacter des gens où les licences sont éclatées partout. Il faut trouver en fait, qui accepte. Je te dirais que c'est la règle plus que l'exception. La plupart des licences sont une exception. Ils ont une forme bizarre, ils sont pas... Oui, on a ça, mais on n'a pas tout ça. Ou... Oui, on a ça, mais juste pour les jeux vidéo, pas la musique. Donc, si vous voulez, la musique, c'est autre chose. Oui, mais le personnage n'est pas inclus, mais... Le monde des licences est vraiment intéressant, déjà. Mais chacune des licences chacune des licences, donc, a ses particularités, a ses exceptions. C'est un monde assez fascinant. C'est aussi épuisant, je te dirais. Oui. Parce que c'est pas juste hey, on a négocié, good, on a la licence dans le jeu maintenant. Mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il faut renégocier, il faut renouveler la licence. Les droits ont changé, les choses ont changé. Donc, c'est constamment. Puis à chaque fois qu'on en rajoute une, on rajoute aussi une qu'il va falloir revisiter à tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Donc, Ça fait un sacré planning. Et on pense bien sûr, par exemple, à Freddy, qui a énormément de tenues dans le jeu, par exemple. bien sûr. Voilà. D'ailleurs, comment ça se passe une négociation? Parce que j'imagine que tu n'envoies pas juste un email ou un coup de téléphone pour demander si tu peux utiliser un personnage ou un univers. Comment on démarche pour une licence? Encore une fois, c'est très dur de te donner un exemple qui est valide pour tout. Mais je te dirais, en général, il y a un premier contact. D'habitude, moi, je préfère essayer de trouver quelqu'un de commun, un ami commun ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est toujours un peu mieux que des cold calls qu'on appelle, là, où tu fais juste prendre le téléphone et dire bonjour, j'aimerais parler à monsieur le directeur de Universal. Et ça, c'est plus difficile. Ceci dit, je te dirais aujourd'hui, avec la présence qu'on a ou la présence qu'on a, c'est un peu plus facile, mais pas bon. La chance, c'est que, comme tu sais, Rivière fait des projets pour des licencieurs depuis 35 ans maintenant. Donc, on avait déjà des contacts dans la plupart de ces boîtes. Et donc, en général, c'est, oui, tu as un premier contact, que ce soit un courriel ou un appel, tu dis bonjour, on peut vous mettre vos personnages dans notre jeu. OK, on pourrait se parler. Puis là, tu as la première rencontre où on explique, d'un côté, qu'est-ce qu'on aimerait faire. Les quelques éléments de nous, ça c'est notre jeu, ça c'est ce qu'on aimerait faire avec votre contenu, que ce soit une collection ou un killer ou un full chapitre ou blablabla. Ensuite, on explique souvent c'est quoi les limites ou les contraintes
Votre personnage devra être capable de taper quelqu'un si c'est un killer. Si c'est un survivor, ben, votre personnage devra se faire péter la gueule, se faire Oui. défoncer, se faire un morceau. C'est pas tout le monde qui est d'accord, mais Oui. c'est important de mettre ça sur la table tout de suite. Mhm. L'autre truc aussi, c'est, par exemple, c'est quoi qu'on s'attend comme retombée économique? Il y a toujours bon, des voyautés ou des trucs comme Bien ça. sûr. Peu importe c'est quoi la forme du deal qu'on fait, de dire, voilà. Puis en général, les gens aiment bien avoir des projections, dire, bon, mais si on fait un deal avec vous sur 3 ans, on s'attend à vous payer ceci. Est-ce que ça vous intéresse? Voilà. Et ça, c'est le premier morceau de conversation. Donc là, on sait que de toute façon, voilà, les contrats de négociation, il y a toujours des clauses de confidentialité. Donc je vais essayer de poser des questions qui permettent d'éviter de donner des noms. Mais combien de temps a pris la plus longue négociation? Ah, des années. Je dirais peut-être 4 ans, quelque chose comme ça. Ah oui, parce que ça fait long, oui, quand même. Oui, ça fait. Ça fait un petit peu long. Et combien de temps a duré la plus courte négociation? Quelques semaines. Beaucoup Peut-être plus rapide. 2-3 mois. En tout cas, c'est le. C'est pas mal. Ouais. Ça, c'est plus Ouais, sympa pour c'est- travailler, oui. Voilà. C'est la même chose aussi. Tu pourrais poser la question sur l'épaisseur des contrats que vous m'avez signés. Il y en a que c'est une page, pas tout à fait pleine. Puis il y en a que c'est un livre de 250 pages. Et quand une négociation échoue, est-ce que tu dois te justifier au big boss? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Non. Ben, surtout parce qu'ici, je te dirais que l'organigramme est assez plat en général. Donc, il n'y a pas de surprise. Dans le boss ou le big boss, il n'y a pas 40 étages déjà. Puis, ils sont d'habitude au courant de la conversation et de la négociation. En fait, c'est très rare que ça foire. D'habitude, en général, on trouve moyen de trouver une forme au truc pour le faire rentrer dans le machin. Tu vois ce que je veux dire? Un arrangement. Et lorsque la négociation aboutit, comment ça se passe dans le studio? Il y a une soirée qui est organisée, quelque chose? Non. Puis ça, c'est triste un peu, je trouve, parce que pas nécessairement quand la négociation aboutit, parce que, bon, je suis pas sûr que c'est le moment de célébrer, mais par exemple, on sort un nouveau chapitre, là, on sort Jason, par exemple. C'est Oui. quand même pas rien, là. On sort Jason. En général, on a beaucoup de difficultés à l'interne ici à célébrer ces moments-là. Parce qu'on n'a pas le temps, parce que le problème, c'est qu'en fait, au moment où on fait la sortie du Oui. chapitre, nous, on est déjà tout en train de travailler sur le prochain, puis l'autre Ah oui. après, on a déjà du travail par-dessus la tête. Ça n'arrête jamais, en fait. La cadence qu'on s'est mis pour la livraison du contenu fait qu'on n'a jamais vraiment de temps. Il n'y a pas de goût dans la corde. Et donc, quand on sent Jason, oui, ça serait bien que tout le monde ici s'arrête, prenne un moment pour faire « Wow, tout le monde! Regardez ce qu'on vient d'accomplir! C'est cool, non? » Et c'est très, très difficile pour nous de faire ça. On essaye un peu, on se fait des soirées, on fait des trucs, mais je trouve qu'on ne le fait pas assez. J'ai pu voir aussi, donc, pour les refus, justement, quel était le refus le plus fort? Est-ce qu'un propriétaire de licence t'a déjà dit qu'il était hors de question d'apparaître dans Dead by Daylight? En fait, c'est rarement une conversation comme ça. Parce que d'habitude, tu te ramènes pas jusque-là. Il y a quelqu'un de l'équipe. Tu sais, je contacte quelqu'un qui me dit ouais, non, essaie même pas, ça vaut pas la peine, ils vont pas vouloir. Je te dirais que le plus proche que j'ai eu de ça, j'étais au Licensing Expo et j'ai eu une rencontre. J'ai trouvé la personne, c'était le président de la compagnie qui était en possession de ce corridor intellectuel que je voulais. Oui. Qui a été absolument merveilleuse. Et j'ai réussi à trouver un 5 minutes de son temps. En fait, son assistante était là. Tous les jours, je tournais. 2-3 heures, j'allais voir. Elle disait non, désolé, il est occupé. Désolé. J'ai dit, trouve-y un meeting plate. Là. Un meeting où il s'en perd. Puis, sors là pour un truc urgent. Là. Je te garantis qu'il ne va pas trouver ça plate. Et j'ai donné probablement le pitch le plus éloquent de ma vie. Et c'était pour avoir les Teletubbies. Les Teletubbies! À vous, ça a été malade. Ah, en cosmétique, je vois que pour les survivants. En killer! Ah bah l'opposé total de leur... Le lobby avec le soleil dans le coin. Ah bah le soleil, oui, je le vois bien là, le soleil dans le décor. Et en version creepy, tout ça. Et le gars, il m'écoute et il dit ouais, je comprends ce que tu fais, puis c'est cool, là. Je vois l'idée, là. Je suis 100% avec toi. Mais on peut pas. On peut pas faire ça parce que il faut que les parents, partout à travers le monde, associent nos personnages avec la sécurité, avec la douceur, avec
pour toujours. Ah oui, Donc, oui, oui. faire l'excès. Je suis OK, je comprends. Mais merci d'avoir pris 5 minutes pour me parler. Très bien. Quelle est ta plus grande satisfaction sur les licences actuelles, celle qui t'a fait le plus plaisir d'avoir? C'est dur. C'est comme demander à des parents c'est qui ton enfant préféré. Ben, ils en ont tous un. Ils en ont tous. Nick Cage. C'est sûr. C'est quelque chose d'autre. C'était très cool, ça. Vraiment. Ah, avec des perques bien uniques en plus. Ouais. Et là, j'ai aussi, toi qui aimes les jeux de rôle, quand vous avez reçu l'accord pour utiliser Vecna des Donjons et Dragons, quelle a été ta réaction quand ils t'ont dit c'est OK? C'était super cool. Ça, c'était vraiment cool. Puis pouvoir parler avec les gens de Wizard of the Coast, puis parler avec des fans qui sont fans de notre jeu, et que nous, on est fans du leur, et on a eu des conversations super nerd ensemble. C'était vraiment cool. Ouais, Yes. Est-ce qu'il y aurait une licence que tu adorerais avoir qui n'est pas dans le jeu, alors sans dire le nom, mais est-ce qu'il y a toujours quelque chose que tu rêverais d'avoir dans le jeu, mais toujours pas là? Oui, je peux te le dire. Stephen King. Actuellement, combien de négociations sont en cours? Une dizaine, à peu près. Ah, donc il y a de quoi faire pour les prochaines années. Ah ouais. Actuellement, je vois qu'il y a un sondage en cours pour les collaborations que les joueurs aimeraient. S'il y a C'est très drôle à faire, ça. s'il y a une majorité de gens qui demandent Lady Gaga, vous allez réellement la contacter? En fait, qu'est-ce qui dit que je l'appelle pas régulièrement? Comment va-t-elle d'ailleurs? Très bien. Même pour Non, Pedro mais, Pascal, parce que je vois qu'il est dedans aussi. Hein. C'est une question de demander ça, vous avez ça parce que nous, on a quelque chose en tête qui est juste à côté. Mais on ne veut pas te dire c'est quoi. Des fois, c'est ça aussi. Hein. Et j'avais donc, je vois qu'il y a Squid Game aussi d'ailleurs. C'est vrai que c'est étonnant que finalement que ce soit toujours pas dans le jeu en cosmétique. C'est vrai que ça pourrait être très bien. Dans la liste, on voit donc qu'il y a des noms qui sont effectivement en rapport avec l'horreur, comme Fatal Frame ou Buffy ou même Dead Space, The Thing. Mais quand on voit la liste, on se dit que dans les bureaux de Behavior, peut-être même dans ton bureau, tu dois avoir des dossiers, des prototypes avec des idées, des noms partout. Raconte-nous comment se déroulent les réunions concernant les futures collaborations. Absolument pas. Mais je peux te dire, en gros, il y a des réunions à chaque semaine où on s'assoit en groupe. On a des gens de brand qui sont là, des gens de marketing qui sont là, des gens de design qui sont là, des gens de production, des gens de plein de trucs qui sont là. Et on a un fichier Excel interminable avec 250 000 noms de trucs que ça pourrait être ou pas. Il y en a qui sont immédiatement mis de côté, donc ça c'est con, il faut plus gérer ça. Il y en a qui sont discutés depuis des années. Ouais, on devrait, ouais, mais... Puis tout le monde a son opinion, puis tout le monde a son avis. Et là, on regarde ça, on regarde les customer surveys qu'on a fait, les sondages. On regarde aussi toute notre équipe de Player Insight, là, des gens qui font du data analysis, tout ça, qui nous disent « Ouais, en ce moment, c'est le gros truc, ça, c'est un truc. Ah oui, mais ça, oui, vous pensez que c'est cool, mais en fait, tout le monde s'en fout complètement. » Donc, il y a plein de facteurs qui viennent jouer là-dedans. Puis il y a aussi la disponibilité. Bien sûr. Est-ce que c'est même possible? Bien sûr. Donc, voilà. Donc, ça fait maintenant plus de 10 ans que le jeu existe, il résiste, il établit de nouveaux records, il y a des concurrents qui ont essayé d'exister, mais personne n'a réussi. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi Dead by Daylight continue et pourquoi personne n'a réussi à le concurrencer? Ça, c'est la question où je me mets le pied dans la bouche. Non, mais je dirais une des raisons, mais on ne sait pas en fait. C'est énormément de facteurs, il y a beaucoup de chance, bien sûr, mais je pense qu'il y a quelques éléments qui sont importants. Le fait que le jeu est universel, dans le sens où, par exemple, on a des originaux, des personnages originaux qui viennent un peu partout dans le monde, il y a une grande représentation, donc c'est beaucoup plus facile pour les joueurs japonais, pour les joueurs du Brésil, de s'identifier, de sentir que ce jeu-là leur appartient aussi. Oui. Donc, chose qui est beaucoup plus facile que pour d'autres jeux, qui n'ont peut-être pas cette ouverture-là. D'un autre côté aussi, c'est la longue liste de propriétés intellectuelles qu'on a, évidemment, joue là-dessus. Contrairement à certains autres qui n'en ont aucune, par exemple, je pense à Texas Chainsaw Massacre. Moi, j'ai joué personnellement, c'était pas mal. Mais tu restes pris dans cette fantaisie-là. Tout à fait. Et donc, la longévité est beaucoup plus difficile pour ça. Tout à fait. Alors que quand tu joues à Dead by Daylight, dès le début, on savait qu'un des éléments accrocheurs de Dead by Daylight, c'est l'incertitude.
c'est le fait que tu commences une game, tu ne sais pas exactement avec qui tu vas jouer, contre qui tu vas jouer, où tu vas jouer. Et ça, non seulement c'est resté, mais ça s'est beaucoup amplifié avec les années. Il y a tellement de killers que quand tu commences une game, tu ne sais pas du tout contre quoi tu vas te pogner. Tu ne sais pas c'est qui les autres survivors qui vont être là, c'est quoi la loadout, c'est quoi leur stratégie. Tout à Et fait. donc ça fait que chaque fois que tu joues, c'est frais, c'est surprenant. Et ça a un impact immense, je crois. Moi, je m'étais fait la comparaison avec Phasmophobia. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu. Et je me dis, Phasmophobia, il y a déjà eu des concurrents, mais personne n'a réussi à faire du Phasmophobia. Comme pour Dead by Daylight, personne n'a réussi à faire du DBD. D'ailleurs, est-ce qu'il y aurait une collaboration Phasmophobia? Pourquoi pas? C'est ça, pourquoi pas? Donc, il y a un grand nombre de licences dans DBD. Est-ce que parfois, vous n'avez pas trop peur que ça fasse un peu Fortnite? L'effet Fortnite, qui a beaucoup de licences. Bien sûr. Et c'est un souci qu'on a fait au jour 1, avant même de sortir Halloween. Et c'est pourquoi on s'est dit, il faut toujours... Bon, c'était approximatif, si on veut, là, mais on s'est dit, il faudrait garder au moins 50% de création originale dans le jeu. Au moins. Et c'est quelque chose qu'on a plus ou moins réussi à garder. Donc, il y a toujours des chapitres originaux, il y aura toujours des personnages originaux. Et c'est important que quand on ajoute Jason dans le jeu, c'est Jason qui rentre dans l'univers de Dead by Daylight. Tout à fait. Donc, on n'est pas dilué ce qu'on est, on ajoute, mais ces personnages-là se font... moi, je l'imagine souvent comme quand tu fais le souffler, là, puis qu'il faut que tu plies les trucs dedans. Et donc, littéralement, il faut que ces personnages-là deviennent Dead by Daylight. Et donc, il y a une... C'est très difficile pour nous, dans le sens où c'est beaucoup de travail faire cette intégration. Ah oui. Puis c'était pas n'importe quelle propriété qui marche. Il faut qu'ils soient capables de venir dans notre monde, d'interagir de la bonne manière, d'avoir le bon ton, peu importe. Et donc, ça fait qu'une fois qu'ils viennent, ils sont dans Dead by Daylight. Et tout ça reste dans Dead by Daylight. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on peut avoir littéralement Michael Myers qui court après Ash Williams dans le Hawkins Lab de Stranger Things. Et tout ça fait du sens, ça reste cohérent. Ça fonctionne. Au lieu d'avoir Darth Vader avec des Nikes qui fait le Crip Dance de Snoop Dogg. C'est vrai. Donc pour les prochaines années, il y aura un film, une nouvelle carte avec un centre commercial, un rework visuel, des modes, des nouveaux modes de jeu, des nouvelles collaborations. Alors on va commencer par le film. Est-ce que tu as eu accès au scénario? Absolument. Tu as tout lu? Oui, c'est une version. Il y aura une autre version, sûrement, une autre version, mais oui. Est-ce que le lore de DBD, tel qu'il est aujourd'hui, il sera exploité ou des nouvelles choses, on va apprendre des nouvelles choses sur le lore dans le film? Oui, les deux. Pour la nouvelle carte, à quel point il est difficile de faire une nouvelle carte dans le jeu? Très, de plus en plus. Et je te dirais que c'est pas parce que c'est plus difficile qu'avant, c'est qu'on se rend compte à quel point c'est difficile. Parce qu'on en a fait une pleine au début, et on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Vous êtes à peu près comme ça. Mais avec le détail, on se rend compte que, ah oui, c'était très, très difficile. Il y en a qu'on a réussi très bien, peut-être par accident, peut-être parce qu'on a eu un moment de génie. Et aujourd'hui, c'est la même chose, mais on a beaucoup plus de connaissances. Et donc, je pense pas que c'est devenu plus difficile de faire des cartes. C'est juste qu'on se rend compte à quel point c'était difficile. Oui, du coup, ça explique pas mal. Parce que c'est vrai que quand on voit dans les fichiers du jeu, il y a énormément d'assets, justement. Donc, est-ce qu'il n'est pas plus simple d'utiliser des assets existants pour faire une nouvelle carte en mélangeant un petit peu tout ce qu'on a déjà, plutôt que de créer? Ça serait plus simple pour l'équipe d'artistes. Ça serait pas plus simple pour l'équipe de designers. Parce qu'il faut équilibrer la carte. Donc, quoi qu'il arrive. Qu'elle soit tout fait en gris ou qu'elle soit faite avec n'importe lequel des différents rails qu'on a fait, ça ne change rien pour le designer ou presque. Du coup, d'ailleurs, la taille du jeu augmente sans cesse. Est-ce qu'il y a, par exemple, une limite dans le jeu en termes de contenu, en termes de tenue, en termes de cartes? Parce que là, je ne crois pas. Il y a des efforts constants qui sont faits pour optimiser ça et réduire la taille des assets, réduire la taille du jeu. Ça, il y a des efforts qui sont faits constamment. Il y a des gens ici qui travaillent là-dessus. Michael Fortin qui travaille là-dessus activement. Parce que oui, on le voit, le jeu devient de plus en plus gros, mais une fois de temps en temps aussi, on a réussi à faire
Tout à coup, le jeu vient de réduire drastiquement parce qu'on a fait des optimisations de texture, on a fait des optimisations de ceci, cela. Et donc, ça, c'est un effort continu. Mais on ne veut pas se mettre une limite et dire, bon, ben, on fait un nouveau costume et c'est le dernier. Merci beaucoup, tout le monde. Non. Et non, mais c'est vrai que là, on compte environ entre 1500 et 2000 cosmétiques dans le jeu. D'ailleurs, Ouais. qu'est-ce qui bloque pour le fait d'avoir les tenues du jeu mobile? Je vois que c'est quelque chose qui est assez demandé. Oui, en effet, c'est assez demandé. C'est compliqué. Je vais Voilà, laisser ça comme ça. Très bien, ça me va. À chaque mise à jour, le jeu il est décortiqué, analysé de fond en comble par certains groupes de fans. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Est-ce que ça complique le développement de savoir qu'à chaque mise à jour, tout est analysé? Non, non, mais au même titre que, par exemple, les hackers, tu sais, eux, ils jouent pas au jeu, ils jouent à briser le jeu. Puis Oui. c'est leur jeu. Fait que c'est arms race. Je veux dire, à chaque fois, nous, on fixe, puis eux, ils brisent, puis nous, on fixe, puis eux, ils brisent. C'est la même chose quand on veut sortir du nouveau contenu, en cacher si possible, pour pas que les gens le découvrent avant. Euh, c'est une lutte constante. Il faut trouver des nouvelles méthodes, il faut trouver des nouvelles manières. Je vois que ça complique. Je veux dire, ça fait partie de la réalité, c'est tout. C'est vrai que par exemple pour Inako, c'est vrai qu'on a vu très vite qu'il allait avoir un nouveau personnage pour Cheryl parce que on a vu qu'il y avait une ligne de code qui en parlait. Mais c'est vrai que ça peut, pour le studio, se dire mince, on n'arrive pas à garder des surprises. Mais vous avez gardé Terrifier jusqu'au bout. Ouais. Mais en même temps, c'est presque impossible d'être tout à fait hermétique à ce genre de choses, Bien sûr. à des fuites, mais c'est triste. Parce que les joueurs, en général, ils veulent être surpris. Bien sûr. Ils veulent que. Puis je te dirais que l'équipe marketing, l'équipe de PR, qui travaille très, très, très fort à tout notre calendrier de sortie là, pour dire OK, on va faire ça, après on va faire ça, on va faire un tease ici, on va faire tel autre truc, tel journaliste va sortir un truc. Ils coordonnent quelque chose de super cool. Et là, à cause d'un hacker, à cause de quelqu'un qui est allé fouiller, à cause de quelqu'un qui, ici, a décidé d'en parler, là, tout à coup, ça foire, puis la surprise sort. Oui, les gens sont contents de savoir, mais ça aurait été tellement mieux si vous nous aviez laissé pour le raconter, l'histoire. On est bien d'accord. Est-ce que, toujours pour le futur, est-ce qu'une boutique de Mori serait envisageable? Oui, Est-ce que, par exemple, c'est pour ça, 2 ou 3 Mori différents par tueur? bien Et, sûr. et quelles sont vos limites en termes de violence, par exemple, pour les Mori? Ça, c'est une excellente question. On n'y est pas encore arrivé, honnêtement. Et je te dirais, au tout début, si tu regardes, par exemple, le Trapper, le Raid, c'était très suggéré. Oui. La violence n'était pas nécessaire. On était très inspiré, mettons, de ce que tu vois dans le premier Halloween, Hmm. où c'est beaucoup de l'anticipation de la violence, Tout à fait. du build-up d'attention, puis le moment de te montrer graphiquement ce qui se passe était le moins important. Je pense que le premier où on a vraiment essayé de tringler ça un peu, c'est la Hague, où on a dit, là, peut-être c'est un moment cinématique où on peut dire quelque chose, montrer le killer sous un angle différent. Tu sais, et là, on se dit, OK, ça va être plus narratif. Puis là, c'est à ce moment-là qu'on a commencé avec le clown qui mange les doigts, des trucs comme ça, où on peut vraiment raconter plus de l'histoire, montrer, c'est le payoff, c'est le moment pour voir ça. Et donc, on s'est dit, à ce moment-là, on peut commencer à en mettre puis à en mettre. Je pense que on a montré dans les dernières années qu'on se censure pas beaucoup. Puis là, avec Terrifier, je te garantis que ça va battre des records. Parce que je sais que parfois, sur les violences, il y a des pays qui n'autorisent pas certaines choses. Donc, du coup, ça, on sait que forcément, c'est une limite pour certaines choses. C'est exact. Et est-ce que, par exemple, toujours le même principe qu'une boutique de Mori, est-ce qu'on pourrait avoir des emotes aussi? Toujours 2 emotes par game, mais des emotes différentes. Ça, c'est un chaud débat ici. Parce que la communication entre les joueurs, c'est quelque chose de très, très délicat et de très... c'est le gros débat, je te dirais. Déjà, on en a 2 qui sont assez simples et les gens arrivent à dire plein de choses à travers ça. Oui. Même le crouch, qui techniquement n'est pas un bot, est utilisé pour communiquer. Le clic-clic aussi. Il y a plein de trucs qui sont utilisés pour communiquer. Et je crois que, à la source, l'idée que tu es incapable de communiquer avec les gens et donc que tes actions parlent pour toi, c'est très important dans l'essence du jeu. Surtout
quand tu joues pas avec des alliés. Oui. Donc, c'est une raison pourquoi, par exemple, on n'aura jamais le proximity chat dans Dead by Daylight. Merci. Mais aussi, les remotes, il faut s'assurer que ça... C'est ça, on voudrait pas qu'il y ait des danses ou des Oui. trucs. Ça serait très facile de tomber dans un panneau. Donc, je sais pas. Moi, j'ai du camp de ceux qui disent qu'on devrait pas en rajouter. Il y a d'autres gens qui trouvent qu'on devrait. Jusqu'à maintenant, ça reste un chaud débat. Très bien. Combien de perks vous avez en réserve, déjà toutes prêtes? En réserve, ils sont pas tout prêts. Mais en général, je pense que c'est Dave qui racontait ça dans le dernier panneau. Il disait, à chaque fois qu'on fait un nouveau Survivor, on fait, mettons, une douzaine de perks. Puis là, on les teste à l'interne, on fait des sondages, des trucs comme ça. Puis on en garde 3 en ligne. Mais les autres, ils sont jamais achetés. Là. Ils s'en vont dans un backlog, puis on les ressort de temps en temps, ou on les laisse là, puis on y repense. Puis il y en a beaucoup. J'ai entendu dire que Shane Wigwas était déjà prêt depuis plusieurs années. Est-ce que c'est vrai? L'idée était là, mais il n'était pas prêt. Clairement pas. Là. C'est pas comme si le modèle avait été fait, les photos avaient été enregistrées, c'est pas vrai. Ça. On l'achète là. Et l'idée de ce personnage-là, oui, on l'a depuis longtemps. Est-ce que l'équilibrage parfait survivant-tueur est réellement possible? Personnellement, je pense que non. Voilà. Non, puis c'est pas un sport Dead by Daylight. Dans le sens où, quand tu joues, on va prendre de football parce que c'est de mise en ce combat, c'est un sport où tu as des règles très, très, très claires. Oui. Les deux côtés sont absolument égaux. Ils ont le même temps, ils ont le même nombre de shots, tout ça. Et donc, à chaque partie, les gens amènent leur talent, leur compétence et leur chance. Et là, tu as un résultat qui vient directement de ça. Alors que dans Dead by Daylight, il y a des éléments, le chaos, tu ne sais pas exactement ce qui va arriver. Tu vas avoir des surprises, tu vas avoir des moments où tu as des décisions fondamentalement humaines à prendre, Oui. qui vont raconter l'histoire, qui vont t'amener un résultat. Il n'y aura pas de balance. Et puis, de toute façon, ça n'est pas vraiment... Bon, on regarde, tu prends juste une stat en général, genre le taux de succès du Trapper. Oui. C'est ça. Combien le kill en moyenne le Trapper fait, combien de gens se sauvent quand c'est le Trapper. Ben, si tu regardes les stats au Japon, c'est pas les mêmes stats qu'au Brésil, c'est pas les mêmes stats qu'en Argentine, c'est pas les mêmes stats qu'au Canada. Et donc, comme on n'a pas des builds spécifiques pour chaque région du monde, ben, il faut accepter que la moyenne, peu de gens vivent la moyenne. Oui. Parce que, dépendamment où tu es à travers le monde, toi, ta moyenne est très différente. Et donc, en général, on s'arrange pour que l'expérience soit le fun, pour qu'il n'y ait pas de moments qui se répètent beaucoup, qui sont vraiment plates quand il y a un killer, que tout à coup tout le monde joue parce qu'il est trop fort, puis ça fait une expérience qui n'est pas cool. Sure, on va l'ajuster. Mais non, l'objectif, c'est jamais la balance parfaite, tout est en équilibre. Ça n'existe pas, ça. Tout à fait. Pour le rework visuel, j'ai entendu dire que c'était prévu pour un Dead by Daylight 2, mais que si vous faisiez un nouveau jeu, il faudrait tout renégocier. Et puis, il y a le syndrome Overwatch 2. Il n'y a jamais eu de Dead by Daylight 2. Très bien. Voilà, comme ça, au moins la rumeur. Il y a eu des discussions par rapport à ça, parce qu'évidemment, tout le monde en parle. Et la réponse a toujours été redondante. Non, on va continuer avec Dead by Daylight. On veut que les gens continuent à jouer à Dead by Daylight. On veut que la communauté... Je veux pas que demain matin, tu décides, est-ce que je joue à Dead by Daylight ou Dead by Daylight 2? Parce que j'ai un groupe d'amis qui jouent le 1, il y a des groupes d'amis qui jouent le 2. Ah ouais, mais tous mes killers, toutes mes affaires sont dans le 1, mais ils sont pas dans le 2. Il n'y a rien de bon là-dedans. Pour le modding, à quel point c'est difficile à mettre en place? Je suis pas la bonne personne pour répondre à ça. J'imagine que c'est très complexe, techniquement. Mais ensuite aussi, nous, il va falloir, par exemple, qu'on ait un nouveau département de filtres. C'est des gens qui font la modération, qui s'assurent que tout ça... Parce que, oui, tu peux aller chercher des outils automatisés pour filtrer quelques trucs, mais il y a toujours des gens qui valident que non, c'est cool, c'est une belle addition, ça vaut la peine. Et donc, oui, c'est beaucoup pareil, mais je pense que ça va être gigantesque, là. Ça va être assez énorme, oui, je pense aussi. Ensuite, chaque nouveau survivant est toujours accompagné de 3 nouvelles perks. Est-ce que c'est viable le fait de mettre 3 perks pour 10 ans encore? Ou alors une seule ou 2 perks pour un nouveau personnage, c'est préférable pour l'avenir? Si c'est un très chaud débat à l'interne. Je mettrais ça, je ferais zoom out un tout petit peu sur ta question. Je te répondrais que le jeu est rendu
extrêmement intimidant pour un nouveau joueur. Oui. Quand tu commences, que tu regardes, faut que je choisisse un killer. Ah, mais il y en a tellement, puis ils font tous des trucs différents. Ah, puis après, il faut que je choisisse un loadout. Il y en a tellement, je comprends rien. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut adresser. Très bien. Et ça va prendre plusieurs formes différentes, que ce soit le first-time user experience qu'on appelle, que ce soit le nombre de perks qu'on rajoute à chaque fois, ou le nombre de perks existants, ou la taille du loadout, tout ça. En ce moment, c'est des questions. Évidemment, il y a des trucs là-dedans qui vont être choquants pour beaucoup de joueurs. Parce que là, si demain matin, on dit, ouais, le prochain Survivor, il y a juste un perk. Donc, oh my God, filer la table. Non, mais c'est une niaise. Ah, puis c'est le même prix. Ah non, non, jamais de la vie. Moi, je l'achète pas pour le personnage, je l'achète pour les perks. On s'attend à des réactions fortes. Ce qui est très agréable parce que ça veut dire que les gens sont encore passionnés par le jeu. C'est vrai. Pour les modes qui arrivent, donc il y a les modes 1v1, il va y avoir le mode compétitif. Pourquoi on n'a pas de prop hunt? J'ai vu que c'était quelque chose qui était souvent demandé parce que ça avait été dans le mobile, dans le jeu mobile. Ouais, ça serait cool, hein? Ce serait pas mal. Après, moi, je connais pas les difficultés à faire ce genre de choses techniquement, mais j'ai vu que c'était pas mal demandé. Il y a plein de modes différents qui sont super. On en a sorti quelques-uns à date. My Little Pony, Lights Out, Chaos Shuffle, le 1v1, le Zombie Mode qu'on a montré. Puis ça ne sera pas les derniers, je te le garantis. Très bien. Ça, je veux bien vous croire. À mon avis, il doit y avoir des idées plein les tiroirs. S'il y avait quelque chose que tu pourrais changer, améliorer, retirer dans le jeu, en un claquement de doigts, quelque chose qui est très difficile à faire, mais là, tu pourrais le faire en un claquement de doigts, qu'est-ce que tu pourrais faire comme changement? Non, je crois pas à ça. Honnêtement, là, peut-être que j'ai joué à trop de jeux de rôle dans ma vie, mais le souhait du génie, c'est l'outil le plus pernicieux et insidieux qui existe. Donc, non, tout de suite, les armes, ça, dans ma tête. Ouais. Bien souvent, les développeurs de jeux cachent leur nom ou mettent un clin d'œil d'eux-mêmes dans le jeu. Est-ce que toi, tu es quelque part caché dans le jeu, quelque chose de toi? Non, mais dans d'autres jeux, oui. Ah! Et c'est très drôle parce que c'est la seule fois, en fait, où... Non, c'est pas vrai. Le premier jeu sur lequel j'ai travaillé, NHL, je pense que c'était 05, la version Xbox. Je suis dedans comme agent libre. Tu peux m'acheter comme agent libre de hockey. Je suis une brute, je ne sers à rien. Je ne pas la pop, mais je peux rentrer le monde main-d'œuvre. Puis on avait nos photos à l'époque, puis je coûte rien. C'est très drôle. Mais c'était toute l'équipe au complet. Et là, quand j'ai travaillé sur Wipeout Creative Crash sur la Wii, il y a quelques années, donc ça, c'est un peu avant Dead by Daylight, les directeurs artistiques avaient fait un zombie qui me ressemble, sans en parler. C'était comme... Il y avait mis tout ça dans le jeu, c'était très drôle. Mais dans Dead by Daylight, non. Il n'y a pas moi. Pas d'envie? Non, c'est pas nécessaire. Un survivant? Non. Et d'ailleurs, pour tout ce qui est Easter eggs, donc je te pose la question, parce que ça anime la communauté depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est que les boîtes à outils dorées? Ah ouais, c'est une excellente question, ça. Qui n'a pas de réponse. Parce qu'on les voit pas. Les joueurs cherchent, ils démontent le jeu pour comprendre qu'est-ce que c'est. C'est drôle parce qu'il y a une réponse extrêmement intéressante et narrative, et il y a une réponse tout à fait plate et réaliste. Et aucune des deux ne serait satisfaisante, je suis sûr. Aucune des deux serait aussi satisfaisante que le mystère. Est-ce que dans le jeu, il y a des Easter eggs qui sont peut-être présents depuis longtemps, mais qui n'ont pas été trouvés? Oui. Pas beaucoup, mais je vais te proposer, je vais te dire un mot, ou deux mots, et tu vas me dire qu'est-ce que ça t'évoque, instinctivement. bien sûr. Si je te dis MMR, C'est douloureux, ça, là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. j'ai les mots pas faciles, j'en ai des plus sympas, mais j'ai les mots pas faciles. Si je te dis toxique. Britney Spears. Très bonne réponse. Si je te dis serveur. Le plus drôle avec ça, c'est vraiment quand on est à E3 puis qu'on a lancé le jeu et que j'ai eu un appel littéralement dans les premières heures, Ben qui m'appelle pour dire les serveurs sont en train d'exploser, tout va mal, on ne sait plus quoi faire. Et c'est la première chose qui me vient en tête. Si je te dis nerf. Nerf. Ouais, constant. Après, j'ai un autre mot. Si je te dis solo queue.
Ben, tu vois, ça, je trouve ça très drôle aujourd'hui. Parce que je sais pas si tu as vu le petit film que Ice Nine Kill a fait. À la fin, il y a Tony Hawk qui en parle sur Solo Q. Là. Puis c'est très drôle parce que, oui, écoute, ça fait partie de ces trucs magiques, si on veut. Des trucs qu'on n'aurait jamais pu prévoir, même. Et c'est ça, c'est des choses qui se passent. Ça fait partie de l'histoire, des légendes de Dead by Daylight. Je trouve ça Ah. bien. Alors j'en ai une autre, un mot aussi de Oui. légende. Je vais voir ta réaction surtout si je te dis spaghetti. Ah oui, bon. Mais ça, c'est en fait, moi, je le prends très, très personnel dans le sens où, dans mes temps libres, ça m'arrive d'écrire du code, que ce soit pour des cerveaux, des jeux, des trucs comme ça. Et c'est parce que j'ai pas de formation officielle, je fais ça pour le plaisir. Je comprends tout à fait comment ça se fait, ces choses-là. Oui, je pourrais être fâché puis trouver que c'est injuste parce que il y a personne de l'extérieur qui peut comprendre la réalité de construire un jeu quand je sais même pas c'est quoi le jeu que tu vas construire, parce qu'évidemment, tu commences à écrire du code, tu sais pas exactement c'est quoi qu'on construit. Bien sûr, bien sûr, bien Parce que sûr. personne ne sait jusqu'au moment où tu ships. Puis après ça, tu as 10 ans de cadence frénétique où on rajoute des trucs, où on change des trucs constamment. Et tu as tous les payeurs qui disent, mais est-ce qu'on pourrait me prendre 5 minutes pour juste refaire ce bout-là? Puis tu te dis, non, non, fais nos. Et donc, oui, il y a mais ça n'existe pas un jeu qui est organisé où c'est comme au même titre que si tu vas au restaurant et tu t'achètes des pâtes et qu'ils arrivent toutes bien alignées, ça serait Original. Ouais. Ouais. Oh, ce serait louche. Oui, effectivement, personnellement, j'ai jamais pris le côté spaghetti pour une insulte parce que à un moment donné, effectivement, l'histoire du jeu est connue, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ambition que ça prenne une ampleur absolue, donc on fait avec les moyens qu'on a, et puis bah, en fait, d'un seul coup, c'est là, il y a une Je limite. dirais n'importe quel jeu, dans une certaine mesure, mais encore plus des jeux live, c'est sûr que c'est inévitable que ça se passe là. Bien sûr, on est bien d'accord. Et un dernier mot, si je te dis fan. Les plus beaux moments de mon travail, honnêtement. C'est rencontrer les fans, rencontrer des gens qui apprécient ce qu'on a fait, pour qui ça a une signification, pour qui ça a apporté quelque chose de positif. C'est merveilleux. Et surtout, c'est ce que même que ce soit, parfois, il y a des engouements négatifs, parfois, il y a beaucoup de positifs, mais ça veut dire que le jeu fait parler. Même toujours après 10 ans, le jeu est là. D'une façon ou d'une autre, il est là. Est-ce que tu aurais par hasard une perque favorite? Je te dirais que... ouais, mais non, c'est surtout parce qu'il y en a 2, 3 que j'aime beaucoup. Insidious, j'aime beaucoup. Je sais pas c'est quoi le nom en français, là, mais c'est quand tu restes submergé. Insidieux. Insidious. Ouais. J'adore ça. Bah, Surtout avec le Knight, le chevalier. Je trouve que c'est très, très amusant. Ces jours-ci, c'est ça que je fais beaucoup. Oui, non, c'est pas vraiment mon préféré, je te dirais. Insidieux. Est-ce que tu auras un survivant favori? Ou survivant? En général, je joue Néa. Ouais. Mais je trouve qu'ils ont énormément de richesse. Oui, j'ai pas le choix de dire Jane, juste parce que je l'ai marié, mais sinon, Néa, ouais. Donc, parce que mon épouse travaillait sur Dead by Daylight avant, Oui. et elle a enregistré la voix de Jane. Donc, voilà. Et un tueur, du coup, qui ton favori? Pendant longtemps, ça a été la Hague que j'aime énormément. Ah, merci. encore aujourd'hui. Merci. Eh ben, on est deux. Ouais. Voilà. Moi, j'aimais beaucoup. J'ai commencé avec. Dernièrement, j'ai commencé à jouer avec le Knight, le chevalier, et je trouve son gameplay particulièrement amusant. Ouais, c'est le Knight que j'ai joué après, moi. Et je me suis mis à jouer Chevalier aussi. Ouais, j'aime beaucoup. J'aurais, en conclusion, après 10 ans de travail sur le même jeu, qu'est-ce qui te motive encore, pardon? Comment tu trouves encore l'énergie alors que c'est le même jeu depuis 10 ans? Eh ben, il y a des trucs. Il y a des opportunités super cool, là. Tu sais, je dirais, on vient de faire avec Ice Nine Kill. C'était super le fun à faire. J'ai rencontré une troupe grand. Écoute, c'est fou, là. Les gens avec qui je travaille, des gens absolument merveilleux avec qui je prends un plaisir presque malsain à travailler à chaque jour. On s'amuse, on échange. Et je te dirais que les moments qui rechargent ma batterie, même si c'est extrêmement demandant, si on vient de sortir du 10e anniversaire, un gros vanté ici, Tout à fait. rencontrer les fans en personne, les gens qui te témoignent à quel point ce jeu-là a une impact pour leur vie, à quel point ils ont bâti une communauté autour de ça, ils ont rencontré des amis, ils ont rencontré, peu importe,
Ça, pour moi, c'est magique. Et est-ce que tu as travaillé sur les jeux annexes comme Hooked on You ou What the Fog? Un peu. What the fuck, moins. Mais Autant You, j'étais beaucoup plus impliqué là-dedans. Même Casting of Hearthstone. Et ça, je trouve ça super le fun. Vraiment, là. On s'amuse beaucoup. Tous les projets connexes, en fait, que ce soit le film ou les comic books ou tous ces autres trucs, le jeu de plateau qu'on a sorti, le jeu de société, tout ça, c'est super le fun à faire. C'est des petits trucs rafraîchissants sur le côté, là, parce que ça vient changer un peu la donne. Et comment ça s'est passé d'ailleurs la collaboration avec Supermassive Game pour Casting Frankstone? Écoute, ça a été, c'était gros comme entreprise. Là. Ils sont une grosse boîte, ils savent exactement quoi faire. On est allé chercher ce que, selon nous, étaient les temps dans ce domaine-là pour des jeux narratifs single player. Et donc, on a essayé le plus possible d'être les clients qu'on rêvait d'avoir quand on faisait du travail adapté pour d'autres. On a réussi à accomplir une partie de ça, mais ouais, c'était un bel exercice à travailler avec des gens extrêmement compétents, des gens qui sont au top of their game, qui avaient plein d'idées pour ça. Mais c'était très, très cool à faire. Qu'est-ce que tu dirais au Mathieu d'il y a 10 ans quand il a commencé sur des BD? Quel est un conseil que tu pourrais lui donner? Ben, j'avais pas le temps de m'écouter déjà à ce moment-là. Encore une fois, là, c'est des signaux d'alarme de trop de jeux de rôle. Là. Le time travel, c'est dangereux, mais non, je pense pas que je voudrais me vendre la mèche, surtout. Juste plein de belles surprises à travers. Je voudrais pas me gâcher les surprises. Puis il n'y a pas vraiment de le piège gigantesque que je dis, bah, si j'avais pu revenir puis changer ça. Non. Plein d'opportunités d'apprentissage à travers le temps. Peut-être juste de profiter des moments puis de vraiment savourer les trucs qui sont passés qui étaient. Ouais. Et enfin, j'ai une question un peu tricky parce que la réponse n'est pas forcément simple. Bon, je tente. J'ai vu une vidéo il y a 5 ans. Comment va Cooper? Il dort plus qu'avant. Il va très bien. J'ai eu un peu peur il y a 2 semaines. Ouais, il nous a fait un petit moment de malaise, mais non, il va très bien. Il est en pleine forme. Il délire régulièrement. Il me fait ça le matin, il se lève, puis là, il va s'asseoir devant une fenêtre, puis il hurle pendant 5 minutes. On ne sait pas pourquoi. Là, il va très bien. Très bien. Ouf, j'avais peur parce qu'effectivement, la dernière vidéo que j'ai vue, elle date d'il y a 5 ans. Donc, j'avais peur que lui arrive malheur. Parce que j'ai quitté tous les médias sociaux. Honnêtement, je suis plus sur Instagram, Twitter, tout ça. J'ai retiré ça parce que, ben déjà, au début, j'avais pas le choix parce que je représentais directement. Aujourd'hui, on a une équipe extrêmement compétente de médias sociaux, de gestionnaires de communauté, d'influenceurs, tout ça. Mais je n'ai pas à le faire directement. Mais aussi parce que ça devenait difficile à gérer, puis je voulais quand même créer une certaine cisure entre ma vie privée et ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Très bien. Effectivement, c'est vrai que j'ai eu du mal. Là, j'ai plus de questions. Déjà, j'ai plus de questions. Merci à toi. L'interview est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Encore un énorme merci à Mathieu de m'avoir reçu. Merci également à Aude, chargée des relations publiques, d'avoir été présente. Votre accueil a été formidable, un souvenir mémorable. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Tu savais que... À bientôt.